Il y a Bruno, l'homme, et il y a Monroe, le personnage. Mes années école étaient vraiment terribles. J'ai pas un bon souvenir. J'ai jamais eu d'amis, déjà. Ça commence par là. J'étais le garçon qui avait des amis imaginaires. La première fois de ma vie que je suis tombée amoureuse, c'était d'un homme. Il s'appelait Louis. Il avait mon âge. Et c'était la plus belle histoire d'amour qu'il puisse y avoir. J'ai tout fait avec cette personne pour la première fois. Bah voilà, je suis tombée amoureuse d'un garçon. J'explique que j'aime aussi les filles, mais que là, j'aime un homme. Et là, mon père sort une arme. Et là, il me dit, tu sais, Bruno, là, il y a 2 balles. Il y en a une pour toi et il y en a une pour moi. Pendant 24 heures, j'ai pleuré. Aucune nouvelle de ma mère. Et là, je reçois un coup de fil du commissariat qui me dit, écoutez, on a retrouvé quelqu'un dans la Seine. Il me dit, écoutez, monsieur, on a retrouvé votre maman, elle est dans le coma. Venez tout de suite à l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que ma mère avait une vie tellement dure, tellement triste, qu'elle ne méritait pas que je parte comme ça. Et je me suis toujours promis, tant que j'ai ma mère en vie, je ne partirai pas à la Dalida. Et pour moi, et ça n'engage que moi, je ne vois pas ça comme un acte de lâcheté, mais un acte de courage. C'est peut-être le courage que je n'aurai jamais. Bruno Monroe, t'as été sacrément gâté par la nature. Figure-toi que, au-delà d'être bisexuel, je suis binational. C'est le côté portugais qui est ressorti. Ah oui, va vraiment falloir que je lève mes yeux. Je suis navré, j'ai mis un jean on ne peut plus basique, mais ouais. Mais très slim. Ça revient à la mode. C'est vrai, ça revient à la mode, oui. Énormément. Comment ça va, Bruno Monroe? Ça va très très bien. Bon, ça fait plaisir qu'on se retrouve. On a eu fait des interviews il y a quelques mois où on parlait justement de toute ta façon de voir le monde, de l'interview que tu avais accordée notamment à Valeurs Actuelles. Aujourd'hui, on se retrouve, Bruno, pour quelque chose que tu n'as jamais fait en 20 ans de carrière, te confier, tout simplement, raconter, partager ton histoire. Parce qu'on te connaît depuis la Nouvelle Star, on se souvient de toi, de scènes marquantes dans Les Anges. On ne peut pas oublier le ton de ta voix quand tu chantes, qui va très loin dans les aigus avec une large tessiture. Par contre, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas comment tu as grandi, on ne sait pas comment tu en es arrivé là. Exactement. D'où ma démarche aujourd'hui, en fait. J'ai accepté ce défi, c'est un énorme défi. C'est la première fois, finalement, après 20 ans de carrière, de médias, de télé, de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, où je vais véritablement parler de moi, de qui est Bruno. Parce qu'encore une fois, il y a Bruno, l'homme, et il y a Monroe, le personnage. Le personnage, tout le monde le connaît. Et là, au bout de 20 ans, je suis enfin prêt à me livrer et à me raconter et à dire qui je suis, d'où je viens et pourquoi j'ai créé ce personnage de Monroe. Ah, tu vois, tu utilises le terme personnage. On va en parler, vous allez certainement découvrir tout ça au travers de l'interview. Déjà, comment tu vas? Ça va très bien, Dieu merci. Mais c'est une vraie question, comment tu vas? Et je te la pose sincèrement. Parce qu'on dit toujours par politesse que tout va bien. Mais est-ce que toi, tout va bien ou est-ce qu'en ce moment, tu as des failles? En ce moment, présentement, tout va bien. Je suis dans une phase positive avec de jolis projets, le soleil qui revient. Non, aujourd'hui, ça va. Ce qui n'a pas été toujours le cas parce que tu m'as confié que quand on a un métier artistique, c'est forcément quand on en a bavé, c'est ce que tu m'as dit. Oui, je pense que l'émotion vient toujours de quelque part. Je pense qu'on n'apprend pas à chanter. Moi, je suis un peu contre les cours de chant, les profs de chant. Je pense que la voix, en tout cas, moi je suis autodidacte, j'ai appris à chanter à travers ma vie, mes souffrances, mes expériences. Je pense que quand on ne triche pas, au bout de 2 petites notes, les gens ressentent la voix et la petite émotion qui fait la différence. Comment tu as grandi, Bruno? Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, alors moi, je suis née à Vincennes, au château de Vincennes, donc je suis un petit prince. Je suis née à la clinique du château de Vincennes, j'ai grandi à Saint-Mandé jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Donc c'est une petite ville assez bourgeoise, très sympathique à vivre. Voilà, mes parents sont portugais, donc je suis binational, je suis franco-portugais. Voilà, et en fait j'ai habité à Saint-Mandé jusqu'à mes 12 ans.
Et puis de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans, je suis parti vivre au Portugal pour étudier, parce que mes parents ont une grande maison au Portugal de 13 chambres. Ils voulaient aussi profiter un petit peu du pays, du soleil. Je suis parti étudier au Portugal de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai eu mon bac littéraire là-bas, j'ai passé mon permis de conduire là-bas. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon premier amour aussi. Bon, on va en parler aussi. À quel moment l'école, elle s'est transformée en cauchemar pour toi? Est-ce que c'était en France ou est-ce que c'était au Portugal? L'école a toujours été très dure et très compliquée pour moi. Donc, comme je te dis, moi j'habitais à Saint-Mandé, mais mes parents étaient portugais et mes parents ont commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Ma maman était femme de ménage, concierge, donc vraiment le cliché portugais. Mon papa était chef cuisinier. Et en fait, à l'école, il y avait déjà des moqueries par rapport à mes conditions, dans le sens où, voilà, moi je suis un garçon qui vient d'une famille assez humble, des parents qui ont commencé à travailler à 16 ans, qui ont tout construit. Mais ouais, enfin, mes années école étaient vraiment terribles. J'ai pas un bon souvenir à l'école, vraiment, Mais que ce soit en France ou au Portugal. C'était quoi? C'était des moqueries, c'était des bastons, c'était des clashs, c'était des mauvais coups faits par des gamins? J'ai jamais eu d'amis, déjà, ça commence par là. J'étais le garçon qui avait des amis imaginaires, qui parlait tout seul dans la cour de récré parce qu'il n'avait pas d'amis. J'avais un seul ami quand j'étais petit, il s'appelait Vincent Jourdain. Je me rappelle encore de son nom, je l'ai complètement perdu de vue, et bien évidemment. Il s'appelait Vincent Jourdain, il habitait à Saint-Mandé, et c'était mon seul ami. On était un petit peu rondouillés tous les deux. Je pense que du coup, ça nous a pas aidé à avoir beaucoup d'amis. Ah, t'étais rondouillé? J'ai jamais été gros, mais je pense que quand j'étais tout petit, j'avais un peu de forme. Et vous savez que les enfants, c'est très cruel, quoi qu'on en dise. J'étais souvent victime de moqueries de par mes origines. Quelle moquerie? Oh, portugais, nanana. Bon, tu sais, les moqueries des enfants à l'école. Ça a pu te faire renier d'où tu venais? Non, 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 non. Moi, j'ai toujours été très fière de mes origines, de mes parents, de leur travail. J'ai jamais eu honte, ni d'où je venais, de mes origines. Jamais. C'est quelque chose qui n'existe pas en moi. Mais bah, encore une fois, enfin, les moqueries des enfants, c'est compliqué. Aujourd'hui, on appelle ça le harcèlement. À l'époque, c'était quelque chose qui ne se disait pas, mais que tout le monde vivait, en fait. T'étais moqué sur ta forme de sensibilité? J'étais surtout moqué parce que j'étais très seul, j'étais le garçon au fond du coin de la classe, encore une fois, qu'il n'y avait que des amis imaginaires. Et je pense que quand tu as des amis imaginaires, d'où le syndrome de Peter Pan, forcément, les enfants se moquent de toi. Voilà, je pense que ça vient de là, ça vient de mes origines, ça vient peut-être du fait que j'étais un petit peu rond, j'étais différent. Mais pourquoi avoir des amis imaginaires? Qu'est-ce que ça apporte, un ami imaginaire? Est-ce que tu pouvais tisser un lien avec un ami imaginaire? Oui, je pouvais tisser un lien avec un ami imaginaire parce que j'avais pas d'amis. Mais c'était comme ça, en fait. C'était pas que j'étais pas sociable, c'est que j'avais pas d'amis. Les gens s'intéressaient pas à moi quand j'étais petit. Mais ne pas avoir d'amis, c'est une chose, mais avoir des personnes qui font partie de ton établissement scolaire et qui t'attendent à la sortie pour t'insulter, te cracher dessus ou te jeter des pierres, ça c'est encore toute autre chose. Oui. Là, c'est même pas du harcèlement. Là, on est dans de la violence. Oui, ça je l'ai vécu au Portugal, figure-toi. Alors en France, j'avais pas d'amis, donc j'avais qu'un ami qui s'appelait Vincent Jourdain. Et après, quand je suis parti étudier au Portugal, j'ai commencé à avoir beaucoup de haine de la part des hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais un joli garçon, bon là j'ai toujours été un garçon très apprêté, etc. Et du coup j'attirais beaucoup les filles, je recevais énormément de lettres à la Saint-Valentin, etc. Et ça dérangeait énormément les garçons. Du coup les garçons me détestaient parce que j'avais la cote avec les filles. Et moi étant bisexuel, bah, étant petit, voilà, j'étais plus branché filles. Et voilà, et ça m'a apporté énormément de moqueries. Tu sais, moi, avant d'aller en cours, je faisais en sorte d'être toujours en retard parce que je savais qu'il y avait une bande de garçons qui m'attendaient à l'entrée de l'école pour m'insulter, pour me cracher à la gueule, pour me lancer des pierres et pour faire en sorte que je me sente pas bien physiquement, dans ma tête, etc. En fait, je savais que j'étais bien parce que j'avais un miroir, mais les gens faisaient en sorte que je me sente mal. Parce qu'ils n'appréciaient pas que j'ai la cote avec les filles. Et du coup, honnêtement, pour faire très court, mes années école ont été terribles. C'était un cauchemar. J'ai aucun bon souvenir de mes années école, pour être sincère avec toi. C'est des années que j'ai occultées.
que je fais en sorte d'oublier maintenant que je suis grand. Je retiens juste que c'était des années terribles, remplies de moqueries, de jugements, et que mon manque de confiance en moi vient certainement de là, entre autres. C'est ça qui t'aura fait faire de la télé par la suite? J'ai jamais rêvé d'être ni connu, ni populaire. C'est des opportunités qui sont venues à moi, que j'ai su saisir plus tard. Pourquoi tu quittes le Portugal à l'âge de 18 ans? À l'âge de 18 ans, je tombe amoureux pour la première fois. Donc moi, je savais que j'étais bisexuel, mais la première fois de ma vie que je suis tombé amoureux, c'était d'un homme. Il s'appelait Louis. Il avait mon âge. Et c'était la plus belle histoire d'amour qu'il puisse y avoir. J'ai tout fait avec cette personne pour la première fois. J'ai aimé pour la première fois, j'ai embrassé pour la première fois, j'ai fait l'amour pour la première fois. C'est une histoire d'amour qui était quasiment parfaite, qui a duré 1 an et demi. Tu l'as connu au Portugal, hein? Je l'ai connu au Portugal, voilà, tout simplement. Ça s'est fait très naturellement. Je suis tombé amoureux au premier regard. Et un soir, mon père, qui savait que je traînais tout le temps avec des filles parce que j'avais la cote avec les filles, me voit traîner avec un garçon du jour au lendemain et me dit « Qui est ce garçon ?» Et moi, je me la joue un petit peu la petite sirène et je lui dis bah, « Je l'aime. C'est la personne que j'aime. » Ouais, je pense que j'ai grandi avec énormément de Disney. Alors, sur le coup, le garçon qui ne réfléchit pas, qui a toujours été honnête et sincère, catholique, donc je dis à mes parents, bah voilà, je suis tombé amoureux d'un garçon. J'explique que j'aime aussi les filles, mais que là, j'aime un homme, que voilà, c'est mon premier amour et que j'ai l'intention de faire ma vie avec lui. Et là, mon père sort une arme. Figure-toi qu'on a une grande maison au Portugal avec 13 chambres et voilà. Et il avait une arme, je ne savais pas qu'elle existait. Et là, il me dit, tu sais, Bruno, là, il y a 2 balles. Il y en a une pour toi et il y en a une pour moi. Et là, j'ai compris l'importance de ce que je venais de lui annoncer. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer. Et 2-3 jours après, il m'a dit, voilà, on va tout quitter, on va revenir en France. Parce que, tu sais, on habite dans un petit village du Portugal et c'est la honte. On ne peut pas assumer d'avoir un enfant qui aime un homme. Donc du jour au lendemain, mon père m'a fait quitter mon pays, ma culture, les 2-3 amis que je m'étais fait au Portugal, mes études, mon avenir. Je venais d'avoir mon bac littéraire, j'avais des projets au Portugal. Et du jour au lendemain, j'ai pris mes sacs et tout ce que j'avais. Et il a entraîné ma mère et mon frère aussi dans cette chute parce qu'on a tout fait en famille. Donc on a pris toute la famille, on a redébarqué en France. Et je me suis retrouvée dans un pays que je ne reconnaissais plus parce que je venais ici tous les ans en vacances. Mais au fur et à mesure du temps, je me retrouve en France et puis je me sentais plus chez moi, je reconnaissais plus ce pays, j'avais plus mes repères, je retrouvais plus mes racines. C'était ici que j'étais née, mais avec le temps, comme j'étudiais ailleurs, j'étais dans un pays étranger pour moi. Donc j'ai dû réapprendre à découvrir la France, à l'aimer, à vivre selon ses cultures, ses coutumes, à ne rien imposer. Et à faire en sorte qu'avec le temps, c'est devenu le pays de mon cœur et mon pays à moi. Permets-moi de revenir, Bruno, sur ce que tu viens de nous expliquer à l'instant. C'est extrêmement violent, non? De voir son parent avec une arme au moment de ton coming out, quelque part, te dire il y a 2 balles, une pour moi ou une pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit moi, je ne survivrai pas à l'annonce que tu viens de me faire, soit je suis obligé de mettre un terme à ta vie parce que je n'accepterai pas. En gros, c'était tu vas te prendre une balle et je vais m'en foutre une après. Mais comment tu l'as accueilli, ça? Honnêtement, j'étais en état de choc. J'ai jamais connu mon père comme ça, j'ai jamais vu mon père pleurer. T'as eu peur? Et non. Non, parce que j'ai toujours été très croyant et je crois à la vie après la mort. Et puis si c'était ma destinée, bah, je partirais avec l'honnêteté de ne jamais avoir menti à mes parents et de leur dire qui j'étais vraiment. Mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait, on est d'accord? Non, mais il m'a arraché à ma culture, à mon pays. Il a entraîné ma mère et mon frère dans cette chute-là et je m'en suis toujours senti coupable finalement. Mais tu ne l'es pas? C'est discutable parce que tu sais, finalement, la vie est faite de choix. Moi, j'ai choisi de ne pas mentir à mes parents. Alors c'est cool, c'est courageux, mais des fois, j'aurais aimé avoir un petit peu moins de courage, peut-être, je
Je sais pas. Puis d'un autre côté, c'est à l'opposé de moi. Je sais pas mentir. J'étais obligée de. C'était écrit comme ça. T'avais quel rapport avec ton papa depuis que t'étais petit? Ah, mon rapport avec mon père. Mon père, c'est mon talent d'Achille. C'est un homme qui a toujours énormément travaillé, que je voyais très peu parce qu'il était chef cuisinier à Paris. Et du coup, ma maman, bon, elle travaillait tout le temps, H24, elle s'occupait de moi. Et puis mon père, il arrivait le soir, moi je dormais déjà. Donc finalement, étant petit, je l'ai très peu vu. Euh, Quand je parle de mon père, je pense à deux choses. Je vois l'homme qui a le plus travaillé au monde. Je vois un frigo toujours plein. Et je vois un manque d'amour et un monsieur avec un verre de whisky à la main tout le temps. C'est l'image que j'ai de mon père. Je l'aime, mais malheureusement, il a souffert toute sa vie de cette maladie J'ai du mal à dire ce mot, mais voilà, c'est un homme qui a bu, qui a beaucoup trop bu toute sa vie. L'alcoolisme? Effectivement, j'ai du mal à utiliser ce mot parce que c'est mon père et que je l'aime, mais c'est quelque chose qui l'a affecté, qui m'a affecté, qui a affecté la vie de ma mère, de mon frère, qui a fait aussi l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai grandi avec un papa qui a toujours trop bu. Et tu sais, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Dans les personnes qui boivent, il y a ceux qui ont l'alcool cool et qui rigolent et qui s'endorment, et puis il y a ceux qui ont l'alcool mauvais. Et malheureusement, mon père a l'alcool mauvais et a toujours abaissé ma mère quand il arrive le soir et qu'il a déjà trop bu, etc. Donc moi, j'ai toujours vécu avec cette image d'une maman assise dans un canapé qui attend son mari le soir en sachant qu'il va arriver complètement bourré, qu'il va la rabaisser et qui va être très violent avec elle. Et je me suis toujours foutue au milieu. Moi, j'étais le premier-né d'une très grande famille. Et du coup, j'ai toujours été celui qui encaissait les coups, celui qui protégeait sa maman, celui qui se foutait au milieu. Quand tu dis j'ai toujours été celui qui encaissait les coups, tu parles de violence physique? De violence verbale. Tu sais, il y a des mots qui tuent. Et il y a des mots qui font bien plus mal qu'une gifle. Mais vraiment, il y a des mots qui, à longueur, au fur et à mesure des années, quand tu entends tout le temps la même chose, quand tu vois que ta maman souffre déjà d'une maladie très grave qui est la dépression nerveuse, et qu'en plus de ça, toute sa vie, parce qu'elle a cette culture catholique portugaise de femme battante, où quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire, et qu'il ne faut pas divorcer, qu'il faut aller au bout pour ses enfants, c'est dur. C'est très très dur. C'est très très dur. C'est une femme courage, mais c'est très dur. Tu parlais avec ta maman en tant qu'enfant, en tant qu'ado, Oui. en tant que jeune homme que tu étais? Tu lui disais, pars maman? Oui. Toute ma vie, je lui ai dit de partir. Mais ma mère, par amour, n'est jamais partie. Par amour, parce que, tu sais, c'était un autre temps, c'était une autre époque. C'est des mamans d'un autre temps. Tu sais, c'est le genre de maman qui sacrifie l'intégralité de sa vie, de sa personne, de son intimité, par amour de sa famille. Pour une idéologie, pour le coup, très conservatrice, très catholique, mais qui a un coût. Est-ce que tu l'aimais, ce père? J'ai toujours aimé mon père. Je n'ai jamais manqué de rien grâce à lui. Mon frigo était toujours plein. Par contre, j'ai manqué d'un père. J'ai manqué d'amour. J'ai manqué de choses qui ont l'air de rien, mais que j'aurais préféré avoir que d'un simple frigo plein. Il passait du temps avec toi? Non. Vous aviez des activités ensemble? Non. Vous parliez? Non. Mon père a passé l'intégralité de sa vie à travailler. Il te disait je t'aime? Non. Mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Non. Aujourd'hui, tu le côtoies? Oui. Vous avez quel rapport? Un rapport assez pudique. J'ai toujours un immense respect pour l'homme qu'il a été, le travailleur qu'il a été, et une immense tristesse pour le père qu'il n'a pas su être. Tu lui as déjà dit je t'aime? Moi, oui. Souvent? Maintenant, plus souvent, en vieillissant. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai conscience que les parents ne sont pas immortels et que je ne veux pas qu'ils partent sans que je lui ai dit 1000 fois je t'aime. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, j'ai pas de rancœur en moi. J'ai une immense tristesse de ne pas avoir pu l'aider par rapport à cette addiction, à cette maladie, parce que finalement c'est une maladie. Mais je l'ai compris dans le tard. Mais c'est pas le rôle d'un enfant que d'aider son parent.
c'est discutable. Mais un enfant n'a pas toutes les capacités pour pouvoir aider son parent. Je l'ai découvert avec Face à le temps. l'alcoolisme, ou face à la drogue, ou face à la violence. Je sais. Ou face à Maintenant, je le d'autres sais. vices. Maintenant, je le sais, mais je m'en suis voulu toute ma vie. Je me suis dit, pourquoi En fait, je me suis dit, pourquoi il boit déjà? Mais en fait, tu sais, comme j'ai vécu 7 ans au Portugal, et c'est pas pour stigmatiser les Portugais, mais c'est vraiment dans la culture portugaise. Tu sais, les gens se lèvent le matin, ils vont directement au café, on appelle ça le café, et puis dès le matin, ils prennent un petit verre, et puis au midi, on y retourne, et puis etc. Et c'est comme ça toute la journée. Donc, forcément, tu arrives le soir, tu as ta femme et tes enfants qui t'attendent à la maison, et c'est eux qui payent. C'est eux qui souffrent en silence. C'est eux qui encaissent les coups. C'est eux qui font semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, c'est l'enfer. Et on ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Et toi, quel rapport, Bruno, en grandissant, t'as entretenu avec l'alcool? Est-ce que tu avais tendance à faire ce que tu voyais à la maison, c'est-à-dire ton père qui avait l'habitude de boire régulièrement de l'alcool, ou au contraire, ça t'a fait avoir un rejet? J'ai un rejet total. Sache que j'ai grandi en ayant un père alcoolique, une mère dépressive, un frère avec une situation très particulière, fragile. Et donc j'avais tout pour rater ma vie. Parce que, faut quand même le dire, la base, c'est quand même le cadre familial. Et quand tous tes talons d'Achille viennent de ça, c'est très compliqué d'être net dans sa tête, dans sa vie, et de faire tout ce que j'ai réussi à faire. Alors moi, pour le coup, j'ai aucun vice. Ça m'a dégoûté. Donc je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne fais pas de plan, je n'ai pas de vie sexuelle. J'ai connu 3 personnes dans ma vie, sexuellement parlant. Oui, tu m'as même dit que tu n'avais pas eu de relation intime depuis 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que j'ai eu zéro relation sexuelle. Rien. Mais il y a une cause à ça. C'est quoi la cause? Ah, c'est ton copain? Ouais. Je vois. J'ai prévu de t'en parler dans quelques instants. Oui. Je me permets juste de revenir sur ta maman, Bruno. On a parlé de ton père. Tu me disais que ta maman était dépressive. Est-ce que c'était à cause de la relation avec son mari, ou est-ce que la raison est tout autre? C'est en partie à cause de ça. Ma maman vient d'une très grande famille. Ils étaient 12 frères et sœurs. Ils sont nés au Portugal. Tu sais, à l'époque, il n'y avait même pas de toilettes. C'était des gens très pauvres. Ma maman, elle allait tous les matins dans un espèce d'étang qu'il y avait dans le village, avec l'eau glacée en hiver, avec sa tête remplie de vêtements de ses frères et sœurs qu'il fallait laver à la main. Tu sais, elle cassait la glace, elle lavait avec un savon les vêtements de tous ses frères et sœurs. Elle a eu une enfance terrible parce que déjà, mon grand-père, que j'adore, et paix à son âme, était très violent avec ma grand-mère. Et malheureusement, pour ma mère, elle a eu cette espèce de vie karmique où mon père était violent avec ma mère, mais d'une autre manière. Mon grand-père tapait ma grand-mère, mais il avait d'énormes qualités autres. Et mon père a détruit ma mère psychologiquement parlant. C'est 2 formes d'agression complètement différentes, mais finalement, elle a connu que ça dans sa vie. Ma mère, c'est ma raison de vivre. C'est mon pilier. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je suis vivant. Parce que dans les moments vraiment difficiles de ma vie, quand vraiment je me suis dit, je vois plus de sens, j'ai vraiment envie de partir, je me suis dit que ma mère avait une vie tellement dure, tellement triste, qu'elle ne méritait pas que je parte comme ça. Et je me suis toujours promis, tant que j'ai ma mère en vie, je ne partirai pas à la Dalida. Ça ressemble à quoi, Bruno, une maman dépressive, de la hauteur du regard d'un enfant? Tu sais, aujourd'hui, si je me livre à toi, c'est pour parler de 2 sujets qui me tiennent à cœur. L'alcoolisme de mon père, en tant que maladie, et la dépression nerveuse de ma mère, en tant que maladie. Moi, les causes que je défends, avec tout le respect que j'ai pour les LGBT, c'est pas la cause LGBT, mais c'est ces 2 causes. Les gens qui souffrent d'alcoolisme et la dépression, c'est ça les piliers de ma vie. C'est ça ma raison de me battre au quotidien. Alors la dépression de ma maman vient de son enfance, d'avoir vu son père maltraiter sa maman, etc., et de la vie dure qu'elle a eue, de ce mariage qui, dès le début, était pas très heureux, il faut le dire. Mais la dépression de ma maman est une dépression qui est basée sur la tristesse, parce qu'il y a plusieurs types de dépression. Ma mère n'est pas une femme qui a des crises ou qui crie. Non,
Elle a une profonde tristesse dont elle n'arrive pas à se défaire. C'est une dépression à vie, c'est chronique. J'ai toujours connu ma maman malade. Elle prend des tonnes de médicaments par jour. Et je l'ai toujours connue comme ça. Et il n'y a rien à faire pour améliorer sa tristesse. J'ai tout essayé. Mais quand on est enfant, on fait quoi? On se dit quoi? Comment on essaie de redonner le sourire à sa maman? On a conscience de tout hein, quand on est gosse. Ouais, ouais. Ben, j'ai toujours eu conscience que ma maman était plus fragile que les autres, que ma maman était malade, mais qu'elle travaillait, qu'elle ne se plaignait jamais. Ma maman, c'est une maman courage qui, encore une fois, a tout sacrifié pour moi. Donc, je ne la vois pas comme une victime. Je la vois comme quelqu'un de malade. Parce que c'est une maladie dont malheureusement, on ne peut pas se défaire. Tu la voyais rire? Oui, ma mère m'a toujours dit que j'étais sa raison de vivre. Ses enfants sont sa raison de vivre. Tu comprends? Elle m'a toujours dit, si je t'avais pas eu toi et ton frère, la maladie est très forte, c'est pas rien une dépression nerveuse. Trop souvent, on se dit, c'est rien, on fait un petit traitement, ça passe. Mais à l'époque, tu sais, quand tu étais dépressif, tu étais considéré comme quelqu'un de fou. On disait, ah ben non, c'est quelqu'un de fou, la dépression, ça n'existe pas, la tristesse, ça n'existe pas, alors qu'en fait, c'est une maladie qui a toujours existé et qui aujourd'hui est respectée. Ben, à l'époque, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'elle a déjà essayé de mettre fin à ses jours? Écoute, j'ai un épisode très intime que je vais te raconter. Tu sais, ma maman, je la compare toujours à Blanche-Neige. Tu sais, c'est vraiment une maman d'un autre temps qui passe sa vie à la maison, à s'occuper de sa famille, à faire des bons petits plats. Et un jour, comme ça, quelques jours avant Noël, elle vient me voir et elle me dit, Bruno, je vais aller chez le coiffeur. Je dis, ok, bah, habituellement c'est moi qui l'accompagne, mais ce jour-là, elle me dit, non, mais tout c'est à quelques centaines de mètres de la maison, donc je peux y aller. Je la laisse aller chez le coiffeur et figure-toi qu'elle n'est jamais revenue. Les heures sont passées, j'appelle le coiffeur, ils me disent, bah, votre maman, elle n'est pas venue. Je dis, mais comment ça, ma maman, elle n'est pas venue? Tu sais, ma maman, elle n'avait jamais pris un taxi de sa vie. Donc moi, les heures passent, la nuit tombe, je panique, je vais au commissariat de police et je lui dis, écoutez, ma maman m'a dit qu'elle allait chez le coiffeur et elle n'est jamais revenue, je ne sais pas ce qui se passe. Ma mère, elle n'a pas l'habitude de sortir toute seule. Elle n'est pas du tout autonome hors de la maison. Je veux dire, c'est toujours mon père qui l'accompagne, moi qui l'accompagne. Elle n'est jamais seule, quoi. Elle n'a jamais pris un taxi de sa vie. Et en fait, comme j'étais Bruno, déjà de la Nouvelle Star à l'époque, figure-toi, je précise parce que c'est très important, que en fait, le commissariat de police n'a pas eu besoin d'attendre les fameuses 24 heures ou 48 heures qu'habituellement il faut attendre. Je pense qu'ils avaient peur qu'il arrive quelque chose de grave à ma mère et qu'ils se sont dit « Ouh là là, s'il y a un scandale, comme il est un petit peu connu, ça va nous retomber dessus. » Bah, immédiatement, ils ont commencé l'enquête. Ils ont appelé tous les hôpitaux, ils ont fait des recherches. Pendant 24 heures, j'ai pleuré. Aucune nouvelle de ma mère. Et là, je reçois un coup de fil du commissariat qui me dit « Écoutez, on a retrouvé quelqu'un dans la Seine. Est-ce que votre maman portait un pull rose ?» Parce que je dis, bah oui, je lui ai acheté un pull rose et c'était la première fois qu'elle le portait. Il me dit, écoutez, monsieur, on a retrouvé votre maman, elle est dans le coma. Venez tout de suite à l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je débarque à l'hôpital et puis on me dit, écoutez, votre maman a pris un taxi. Elle a été, tu sais, le pont face à la Tour Eiffel? Oui. Elle a été là-bas et des témoins l'ont vue, regarder la scène. Et puis, elle s'est jetée en arrière de ce pont, en plein hiver, à quelques jours de Noël, en sachant que ma mère ne sait pas nager, que forcément elle est rentrée en hypothermie et dans le coma. Par miracle, et c'est pour ça que je crois énormément en Dieu, il y avait une équipe de pompiers qui n'était pas loin, qui l'ont vu se jeter, et ni une ni deux, le monsieur s'est jeté directement dans l'eau glacée et a réussi à récupérer ma mère. Donc, elle était en hypothermie, dans le coma, hospitalisée, entubée. Le médecin m'a dit, on ne va pas vous mentir, c'est ou votre maman meurt, ou elle est handicapée à vie. Et moi, j'ai refusé. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, Jésus, vu qu'elle n'a jamais eu un jour de bonheur dans sa vie, je refuse qu'elle meure comme ça. C'était pas possible pour moi. Du coup, j'ai prié, mais plus fort que n'importe qui sur terre. Et
Dieu a sauvé ma mère. Elle s'en est sortie sans aucune séquelle. Elle a dû réapprendre à marcher, à parler, à manger. Elle s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique. On lui faisait 2 électrochocs par semaine. Des électrochocs qui étaient censés l'aider à oublier des phases de sa vie négatives qui auraient pu la pousser au suicide. Une méthode d'un autre temps. Oui, j'allais te dire, ça n'existe plus aujourd'hui. Je ne comprends même pas comment est-ce qu'on a pu lui faire ça. 2 fois par semaine, elle était anesthésiée, une anesthésie générale, où on lui faisait des électrochocs. À chaque fois que j'allais la voir dans l'hôpital psychiatrique, parce que quand on suicide, on a forcément un passage obligatoire dans un hôpital psychiatrique pour trouver un bon traitement, pour avoir un suivi psychologique. C'est pas que tu es fou, c'est que tu as mis ta vie en danger, donc c'est le suivi logique. 2 fois par semaine, j'allais voir ma mère dans un hôpital psychiatrique, dans son petit coin. Elle n'avait rien à voir avec toutes ces personnes qui avaient autour, qui eux avaient des vraies pathologies. Et ma mère m'a dit, et je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça, maman? Parce que tu es mariée, tu as des enfants, vous avez quand même réussi dans votre vie, vous avez une super grande maison à 20 minutes de Paris avec un joli jardin, tu as une grande maison au Portugal, tu as des appartements, enfin vous avez réussi dans votre vie, vous avez commencé à travailler à 16 ans, vous n'aviez rien, mais quand on voit ce que vous avez aujourd'hui, vous avez réussi dans votre vie. Et ma mère m'a dit, j'ai voulu mourir parce que je pensais que j'étais un poids pour toi. J'étais un poids pour vous. Que ma maladie, que ma tristesse, en fait, était un poids pour toi. Je pense qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre ça. J'en ai pas voulu parce que Dalida l'a fait. D'autres l'ont fait et n'ont pas eu la chance de revenir. Et pour moi, et ça n'engage que moi, je ne vois pas ça comme un acte de lâcheté, mais un acte de courage. C'est peut-être le courage que je n'aurai jamais. Et je tiens à le préciser, parce que trop souvent, on fait culpabiliser les gens qui se suicident. Mais les gens qui se suicident, c'est les gens qui n'ont plus la force de vivre. C'est les gens qui n'ont plus d'espoir. Et il faut les respecter. Mais parfois, et souvent, ce sont des phases et l'espoir revient et peut revenir. Et c'est du gâchis, et ce serait du gâchis que de sauter la vie parce qu'on est dans un moment difficile, dans une période sombre, une période difficile. Je suis d'accord. Les rayons du soleil réapparaissent. Alors, il y a des moments difficiles et il y a des vies difficiles. Et la vie m'a appris ça. Il y a des gens qui ont vraiment des destins tragiques et des vies tragiques. Et je pense à Dalida, je pense à d'autres. Et ça m'a... Voilà. Je lui ai posé la question, elle m'a répondu, mais tu vois, j'ai cette image de maman à l'hôpital psychiatrique avec des marques de scotch. Tu sais, quand tu fais des électrochocs, on te colle des espèces de trucs ronds ici. Et combien même on te les retire, tu as toujours des marques de scotch qui restent hyper longtemps. Et tout ça pour te dire que, tu vois, je suis un garçon qui s'est jamais plaint, qui a toujours souri, qui a jamais raconté sa vie. Parce que je voulais quand même, pour mon talent, pour ma grande gueule, pour mes looks colorés, pour ma positive attitude et pas pour mes malheurs. Simplement, si je meurs demain, je me dis, mais les gens n'auront pas su qui j'étais, tout ce que j'ai dû affronter. Et à quel point ça fait mal quand les personnes te rappellent que tu aurais pu être là, mais que tu n'y es pas encore. Pourquoi tu dis si je meurs demain, ça veut dire que tu penses à la mort? Mais oui, la mort a toujours été autour de moi. Toujours. J'ai toujours... Alors, c'est très étrange ce que je vais te dire, mais moi, je vois la mort comme une personne, comme une espèce d'esprit, comme quelque chose qui a toujours rôdé autour de moi. Toujours. J'ai toujours, depuis tout petit, senti la mort rôder autour de moi. Que ce soit autour de mes proches, autour de ma propre personne, autour de mes amours. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais abandonné. Je crois que c'est la seule personne qui m'a toujours été fidèle. La solitude était fidèle, pardon. La solitude et la mort, c'est 2 êtres à part entière qui sont autour de moi. C'est ni négatif ni flippant ce que je dis. C'est vraiment ce que je ressens. La mort que tu vois comme une personne, comme une incarnation, elle a voulu te prendre ta mère. Oui. Par chance, tu disais grâce à Jésus, ça n'a pas été le cas. Oui. Mais elle t'a pris un amour. Elle t'a pris ton ex. Oui. Dont tu étais fou amoureux. Oui. Est-ce que c'était dans cette période-là? Non, c'était un petit peu après. C'était un petit peu après, ouais. Encore une fois, quand je te parle de la mort, c'est pour ça. Alors, l'histoire de mon ex. Tu sais, moi, j'ai eu 3 amours dans ma vie. À tous les niveaux, c'est
sexuellement parlant, je me suis donné à 3 personnes. J'ai jamais eu par exemple, jamais été sur un site de rencontre. J'ai jamais fait de plan. J'ai jamais été le mec d'un soir parce que je respecte ma famille, je respecte mes croyances, je respecte mes origines et je respecte cette enveloppe corporelle qui m'a été donnée parce que je suis quelqu'un de très spirituel. Et pour toutes ces raisons, je me suis donné qu'à 3 personnes, 3 histoires d'amour incroyables. Et ma dernière histoire d'amour, tu sais, je suis chanteur depuis 20 ans, donc je chante dans des bars, dans des clubs, dans des cabarets depuis plus de 20 ans. Et j'ai été appelé pour chanter dans un établissement. Donc je viens, et au premier regard, je suis tombé amoureux du patron de l'établissement, qui malheureusement pour moi était en couple avec le deuxième patron de l'établissement. Ne vous inquiétez pas les patrons, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est une catastrophe, c'était l'amour au premier regard. Et figure-toi que j'étais venue pour un soir et je suis jamais repartie. Je suis tombée amoureux, il est tombé amoureux, on s'est lancé dans une histoire d'amour interdite. Parce qu'en fait, il était en couple avec cette personne, mais il n'y avait plus de relation, selon ses dires, plus de sentiments, plus de vie sexuelle. Ils restaient ensemble parce qu'ils avaient en commun cet achat, ce bar, cet établissement, et du coup, ils ne pouvaient pas se séparer en fonction du crédit qui restait à rembourser, etc. Bon, je le rencontre, je tombe amoureux, et c'était la seule fois de ma vie où j'étais l'amant de quelqu'un, et j'en suis pas fière. Et je le ferai plus jamais. Pour une fois, j'ai su ce que c'était que d'être Dalida, que d'être le deuxième, que de ne pas être ce premier choix. Ça a duré, ça a duré, ça a duré. C'était une histoire d'amour parfaite, sauf que moi, tous les soirs, je dormais tout seul chez moi et je pleurais en l'imaginant dans les bras d'un autre. Et tous les soirs, il me disait qu'il allait le quitter, sauf que finalement, il ne le quittait pas. Donc, arrivé un moment, je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas t'attendre toute ma vie non plus. Je souffre beaucoup d'être l'amant. Et je crois en Dieu et ça ne m'apportera pas de la chance dans ma vie de faire vivre ça à la personne avec qui tu es. Et je lui dis, écoute, on a tout essayé. Je me suis rendu compte que tu ne le quitteras jamais pour moi, mais je sais que tu m'aimes. Ça, c'était indéniable. Alors, je vais faire ça pour toi, je vais partir. Je vais partir, je t'aime, mais je vais partir. Parce que j'en peux plus, je t'ai donné trop d'années de ma vie. Et là, il me regarde dans les yeux, il me dit, tu sais Bruno, je te promets, si tu me quittes, je me tue. Moi, sur le moment, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu pervers, narcissique, ou est-ce que ce ne serait pas... C'est du chantage. Un chantage affectif, tu comprends? Oui. Je pense que plusieurs personnes ont déjà entendu cette phrase dans leur vie. Et je me suis dit, je sais qu'il m'aime, je sais que notre histoire est importante, mais je sais aussi qu'il n'a pas le courage de quitter la personne avec qui il est pour moi. Donc, ce n'est pas logique, jamais il va le faire. Le lendemain, je retourne au café récupérer mes affaires parce que je l'avais quitté. Et figure-toi qu'à l'endroit où je l'avais rencontré pour la première fois, sur cette scène où j'ai chanté pour la première fois « Je t'aime » de Lara Fabian, c'était la première fois que je chantais cette chanson, le jour où je l'ai rencontré. Je l'ai retrouvé pendu. Je l'ai retrouvé pendu. C'était l'amour de ma vie. Il m'a dit « Si tu me quittes, je te tue. » Et il l'a fait. Cette image, je ne l'oublierai jamais, parce qu'on n'est pas censé voir certaines choses dans une vie. Et quelqu'un de pendu, c'est pas beau à voir. C'est le genre d'image qui te hante jusqu'à la fin de tes jours. J'ai vu l'homme que j'aimais se pendre en moins de 24 heures parce que je venais de le quitter. Et je m'en suis voulu toute ma vie. Et toute ma vie, je me suis dit, si tu avais eu l'intelligence de le croire, il n'aurait juste pas fait. Bilan de l'histoire, j'ai dû appeler son père. J'ai dû appeler toute sa famille et lui dire qu'il m'avait dit ça et qu'il l'avait fait. Et c'était tellement dur et c'était tellement... Je me suis sentie comme un meurtrier. Pour moi, c'était de ma faute parce que je ne l'ai pas cru. Je vais à son enterrement et tout le monde savait que j'étais l'amour de sa vie et que j'étais son amant, mais je ne pouvais même pas crier ou pleurer parce qu'il y avait l'officiel qui était juste à côté de moi à l'enterrement. Alors même ce jour-là, j'étais le deuxième, j'étais l'amant. C'était très très dur pour moi.
parce que c'était l'amour de ma vie. Et depuis, ça fait 3 ans, je te promets, jour pour jour, plus jamais un homme ou une femme ne m'a touché. Parce que pendant 3 ans, j'ai dû me pardonner. J'ai dû comprendre que je n'étais peut-être pas le seul fautif de ça, même si j'étais la cerise sur le gâteau ou l'événement qui a créé ça. Pendant 3 ans, j'ai dû me pardonner, j'ai dû faire le deuil. J'ai dû lui parler tous les jours, pour qu'il me pardonne. Et au bout de 3 ans, aujourd'hui, je suis enfin prêt de nouveau à aimer. Mais je ne me donnerai pas à la première personne. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'amour dans une vie. Et que quand l'amour de votre vie part, c'est très compliqué de reconstruire. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu 3 ans de ma vie. C'est 3 ans où... Et malgré tout, je ne me pardonnerai jamais. Tu l'aimais quand tu l'as quitté? Complètement. C'était l'amour de ma vie. Déjà, il n'y a rien de plus dur que de quitter quelqu'un qu'on aime. C'est terrible. Comment on se remet, comment on vit les jours qui suivent quand on a retrouvé l'amour de sa vie pendu? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Désolé, je suis perturbé par ce que tu me racontes parce que j'essaie de me mettre à ta place. Et je crois que tant qu'on n'est pas face à la situation, on se dit tous certainement « Ah, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, ou moi je ferais ci, je ferais ça. » Mais je crois qu'on ne peut pas savoir parce que ça doit être d'une telle violence, ce que tu as vécu. J'ai cette image qui partira jamais. J'ai cette image, moi j'étais venu récupérer mes affaires après une rupture, moins de 24 heures après, et je le retrouve là. Je le retrouve là. Il s'est pendu à l'endroit où on s'est regardé pour la première fois, à l'endroit où on s'est aimé pour la première fois, à l'endroit où j'ai chanté chez lui pour la première fois. Il y a cette chanson de Lara Fabian mais qui a un sens très particulier pour moi à cause de ça, parce que c'était la première fois que je chantais cette chanson. Et tout ça réuni, il n'y a pas de mots pour t'expliquer. Le vide, le choc, le néant, pendant 3 ans, j'étais mort, j'étais complètement mort. Et j'ai pas eu de suivi, j'ai pas été voir un psy, rien. Je me suis cicatrisé tout seul. Mais tu vois, pendant ces 3 dernières années, tu m'as vu à la télé, tu m'as vu partout, jamais je me suis plaint. Parce que ce personnage que j'ai créé qui s'appelle Monroe m'a protégé de tout ça. De la tentative de suicide de ma mère, de l'alcoolisme de mon père, de la perte du suicide de mon ex qui était l'amour de ma vie. Mais ça veut dire que depuis bien longtemps, tu avais conscience que tu avais besoin d'un personnage pour te protéger de la réalité. Sans Monroe, je serais partie. Parce que Bruno Monroe existe depuis longtemps maintenant. Oui, ouais. Ce personnage, je l'ai créé quand j'étais petit parce que j'avais pas d'amis, donc j'avais des amis imaginaires. Sauf qu'il n'avait pas de nom, mais il existait déjà, Monroe. Et donc déjà petit, je me protégeais de la solitude qui était la mienne, de ne pas avoir d'amis, d'être tapé, d'être moqué, qu'on te crache au visage, qu'on te jette des pierres, juste parce que tu es un petit portugais, juste parce que tes parents ne sont pas aussi riches que les autres. Et malgré tout, je les aime. J'ai jamais eu honte, au contraire, j'étais fière d'eux. Et ce personnage, finalement, a toujours existé. Et m'a toujours protégé de tout, tu vois, toutes les télés, tout ce que j'ai fait. Si je ne te raconte pas ma vie, et je ne la raconte pas pour qu'on ait pitié de moi ou par peine, mais je la raconte parce que si je meurs demain, personne ne pourra la raconter à ma place. Et tu sais, j'ai vraiment choisi la bonne personne parce que pour moi, tu étais la bonne personne. Moi, j'ai énormément de connexions spirituelles. J'aurais pu le faire sur d'autres plateaux, j'ai eu d'autres opportunités, mais j'étais pas prêt, c'était pas le bon moment et j'avais pas la bonne personne en face de moi. Et tu vois, combien même on est complètement différents, je sais que spirituellement parlant, on n'est pas si différents que ça. Et c'est pour ça, je me suis dit, tu sais quoi, ce garçon, on se connaît sans se connaître, mais c'est la bonne personne. Et je te demande un truc, si demain, je ne suis plus là parce que ça se peut, hein, tu sais, il y a une fin, la fin fait partie de la vie, ressors cette vidéo pour que les gens sachent qui j'ai été et qu'ils aient une autre image de ce Bruno médiatique très coloré
et tout ce que j'ai fait ces 20 dernières années à la télévision. Tu me touches, Bruno, tu me touches beaucoup déjà de par tes mots, de par ton histoire, mais je suis obligé de te partager aussi une petite pensée. Hein. C'est important de se dire les trucs. Ça m'inquiète ce que tu me dis là. Je suis un peu inquiet par ce que tu me dis là. J'espère que tu me passes pas un message. Non, non, je suis... Non, j'espère. Ne t'inquiète pas. Tu sais, moi, mon assurance vie, c'est ma mère. D'accord, ok. Donc je m'inquiète pour rien, on est d'accord. Oui. De toute façon, moi, je m'inquiète de tout. Alors... Oui, mais on peut mourir du jour au lendemain. Moi, j'ai pas peur de la mort. Non, mais j'espère que tu me passes pas un message, parce que comme je t'entends beaucoup parler de la mort depuis tout à l'heure, je me dis, j'espère que c'est pas un message, tu vois, parce que dans ce cas, je préfère même en off être au courant et qu'on puisse parler, tu vois. T'inquiète pas. Non. Hein, j'ai pas de matière à m'inquiéter. Non, je ne ferai jamais ça. Elle a trop souffert, elle mérite pas. Oui, mais tu as aussi dit tout à l'heure que tu trouvais que c'était un acte courageux. Je ne pousse pas les gens à le faire. Ah non, mais surtout pas. D'autant plus que j'en ai voulu à ma mère et je lui ai dit, tu sais maman, je t'en veux, je te pardonne mais je t'en veux parce que aucun enfant ne doit vivre ça. Je lui ai dit, au moins pour moi, pour mon frère. Mais après, j'ai compris le degré de sa souffrance. De ce mari alcoolique, de ce père qui tapait sa mère, de cette vie malheureuse qu'elle a eue tout le temps. Je ne pouvais pas lui... Je comprends. Si j'ai compris Dalida, j'étais obligé de comprendre ma mère. Mais tu vois, moi je vais te dire, Bruno, il faut du courage pour raconter son histoire, comme tu l'as fait aujourd'hui. Moi, le courage, je le vois là. J'en avais besoin. J'en avais besoin parce que tu sais, quand tu arrives à 20 ans de carrière, moi, ma carrière, je l'ai construite à la télé, dans les médias et sur scène. On ne va pas se souvenir de moi à travers une chanson ou un album. Parce qu'on ne m'a pas donné l'opportunité de le faire dans ma vie réellement. Je suis un artiste indépendant qui a construit sa carrière tout seul grâce à la foi et à ma persévérance et à ma grande gueule aussi, quoi qu'on en dise. Ça m'a servi aussi pour être là 20 ans plus tard. Mais si tu veux, je me dis, encore une fois, je me répète, mais qu'est-ce qui va rester de moi? Alors, je sais que quand on meurt, il ne reste que rien et qu'avec le temps, même un Johnny Hallyday, avec le temps, bon, bah voilà. Mais j'avais au moins envie d'offrir ça aux gens, de leur dire, finalement, ça fait 20 ans que vous achetez Monroe, mais vous ne savez rien de moi. Est-ce que ça va? Qui je suis? Quelle est ma vie? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tonne de maquillage, de superficialité, de sourire? Et tu sais, la vie m'a appris qu'il faut toujours se méfier des gens ultra positifs, qui ne se plaignent jamais, parce que finalement, ma mère ne s'est jamais plaint. Malade toute sa vie, mais elle ne s'est jamais plaint. Mon ex ne s'est jamais plaint. Jamais, jamais, j'ai une image de lui triste ou malheureuse. Toujours avec un sourire extraordinaire. Et je pense que les personnes faussement heureuses sont les plus dangereuses. Ou peut-être les moins heureuses. Tu sais, il y en a qui font semblant. Moi, je pense qu'on peut tout apprendre dans la vie, mais je pense qu'on ne peut pas apprendre à chanter et je pense qu'on ne peut pas apprendre à être heureux. Bah alors ça veut dire que j'ai pas de chance de savoir chanter un jour. je pourrais t'apprendre la technique, mais je pense que ce qui fera que tu seras un artiste à part entière et qu'on se souviendra de toi, c'est tout ce que la vie t'a fait manger. Tu vois, il y a du bon dans le malheur, parce que chaque larme, chaque personne qui t'a fait souffrir dans ta vie t'aura apporté cette hypersensibilité qui ne s'apprend pas. Et ça, c'est génial. Oui, et puis c'est vrai que sur le moment, on s'en rend pas compte. Hein, c'est très difficile quand tu souffres, quand tu es en souffrance, quand ça va pas avec quelqu'un, quand quelqu'un te déçoit, quand une relation n'est plus bonne ou autre. Mais c'est vrai que tu as raison, on se rend compte, plus le temps passe, en fait, que tout ça nous a nourris. Et tout ça nous a façonné, tu sais, comme les boules de poussière là, qui deviennent de plus en plus poussière là, et qui s'amassent. Tu te dis, mais comment ce truc, il est né? Tu vois, en fait, c'est parti d'un petit grain de poussière qui est devenu un mouton. C'est comme ça qu'on les appelle. T'as tout compris. Mais sur le moment, on a du mal à le voir. Oui, ah ben non, mais au moment présent, on ne comprend pas. Hein. Tu sais, quand tu as des coups durs dans la vie, tu te dis, mais pourquoi? Alors, j'ai toujours été fidèle, pourquoi je suis cocu? En fait, tu fais un bilan, tu dis, c'est pas logique. Mais en fait, si. Moi, je pense que quand tu fais un bilan de ta vie, vraiment, moi, j'ai trouvé de la logique à tout. Si j'avais pas eu un père alcoolique, ou une mère dépressive, ou un ex qui se suicide, entre autres, de choses très dures que j'ai dû affronter dans ma vie, j'aurais pas été ce petit mec bien. Aujourd'hui, je me regarde face à un miroir et je sais que ça peut paraître très prétentieux, mais je sais que je suis quelqu'un de bien.
je suis un homme bon. Mais c'est avec le temps que j'en suis arrivée à cette conclusion-là, tu vois. À force de souffrir, de pourquoi j'ai vécu ça. Et au final, tu dis, mais j'ai fait du mal à qui dans la vie? J'ai blessé qui? Et quand tu fais la balance, tu comprends que ça, sois cool avec toi, t'es quelqu'un de bien. Respire, ça va. Et tout a une logique. Et tu sais, maintenant, je remercie... bon, j'aurais voulu éviter toutes les personnes que j'ai perdues dans ma vie, mes ex et tout ça, bien évidemment, mais limite, je remercie les personnes qui ne m'aiment pas, et celles qui m'insultent, et celles qui me font de la peine, et celles qui me jugent. Parce que c'est grâce à elles, et c'est en elles que je puise la force que j'ai aujourd'hui. Merci Bruno, en tout cas, de t'être livré avec autant de générosité et de transparence. Ben, merci Vraiment, à toi. je trouve Merci à toi. Aujourd'hui. Histoire particulière. Et merci pour cette preuve de confiance aussi que tu m'offres. Oui, c'était important pour moi de me dire que, enfin, on va connaître l'homme derrière le personnage. Eh ben, je pense que le défi est relevé. Merci Bruno Monro. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est Bruno Monro. C'est Bruno Monro officiel. C'est mon seul réseau social. Mais on tape Bruno Monro. De toute façon, on te trouve de partout. Oui, oui. Voilà, mais par contre, c'est Monro. Oui. Il y a un E en plus. Alors, j'ai voulu rectifier pour mettre juste Monro comme Marilyn, sauf que, comme je suis connue, Instagram ne me laisse pas changer de nom. Eh ben voilà. Merci Bruno. Merci à vous. Merci à toi pour ce moment. D'avoir écouté cette histoire qui appartient à Bruno Monro. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et des confidences en toute intimité. Prenez vraiment soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.